Dario Battistella, merci de nous accorder cette entrevue. Le début du 21e siècle a été particulièrement mouvementé. On dit particulièrement, je pourrais mettre des guillemets bien sûr, mais de fait, les événements du 11 septembre 2001, l'intervention en Afghanistan, en Irak, cette guerre ou cette lutte au terrorisme, les récents bouleversements dans le monde du Moyen-Orient et en Afrique du Nord, tous ces événements amènent plusieurs individus à se questionner, à se dire, au fond, est-ce qu'on est en train d'assister à une intensité particulière? Est-ce qu'on est en train d'assister au plus grand bouleversement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Il y a comme toujours plusieurs réponses ou plusieurs éléments de réponse à votre question, selon que l'on regarde peut-être le court terme ou plutôt le long terme. Sur le court terme, effectivement, les événements tels que les attentats du 11 septembre, la guerre qui s'en est suivie en Irak, en Afghanistan, les occupations des deux pays en question. Vu à court terme, les événements sont importants. Est-ce qu'ils sont synonymes de bouleversement? Je serais un peu plus modéré, un peu plus sceptique. Je ne pense pas que ces événements-là soient susceptibles d'avoir un impact à long terme sur le système international, sur la politique mondiale. Pour la raison simple que, comment dire, provocateur que cela puisse paraître, je pense que le terrorisme ou la terreur globale est un épiphénomène au niveau de la scène internationale, au niveau de l'évolution des rapports de puissance internationaux. Donc il faut relativiser, je crois, cette parenthèse qui vient de se refermer avec la capture et l'assassinat, entre guillemets, de Ben Laden. Mon point de vue, bouleversement géopolitique, justement. Est-ce qu'en ferait d'intensité? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est dans une période faste, ou en ferait riche, entre guillemets, même, je voudrais dire, en intensité, en ce sens qu'il se passe beaucoup de choses, que tout va très vite, plus vite qu'avant? Dire cela, c'est oublier l'intensité des révolutions dans les pays de l'Est il y a une vingtaine d'années, autrement importante pour la stabilité du monde ou même pour l'avenir du monde que le printemps arabe, qui concerne quelques pays, jusqu'à preuve du contraire, qui n'a pas de répercussions internationales en externe, sauf l'intervention en Libye, bien sûr, mais ce qui est un cas à part. La guerre au Vietnam dans les années 60-70 est tout aussi importante que les différents conflits aujourd'hui, donc je ne pense pas que ce soit plus intense que... Non, je pense que c'est une erreur de perception qui s'explique par le fait qu'on croit son époque plus importante que celle du passé. Voilà. Alors que quand on a le regard d'un historien, que je ne suis pas, mais que je m'efforce de ne pas oublier, on relativise. Avec la distance, on relativise. Cela dit, la montée en puissance de la Chine, dans une perspective économique bien sûr, mais a une incidence sur l'ordre mondial. La montée en puissance de d'autres pays émergents, quand on pense à l'Inde, quand on pense au Brésil, à la Russie. Est-ce qu'on peut dire que quand même on assiste à un changement de paradigme? Est-ce qu'on a un changement par rapport au fait que les États-Unis ne seront plus, ou ne seront de moins en moins le centre d'observation au sein ou le centre de puissance ou de force au sein du concert des nations? Alors, je crois pouvoir dire que les États-Unis dominent au sens neutre du terme le monde au plus tard depuis 1945. Ils ont tenté en 1919 avec le projet de Wilson de Société des Nations, qu'ils n'ont pas rejoint pour les raisons internes, leur tradition isolationniste, etc. Pearl Harbor, le danger nazi a changé la donne. Ils ne pouvaient plus se permettre de rester cantonnés dans l'hémisphère occidental et du coup, effectivement, ils sont devenus la principale puissance depuis 1945. Donc ça fait 60 ans que ça dure, 65 ans que ça dure. Avec la disparition du compétiteur soviétique, le système est sans l'ombre d'un doute unipolaire. Il y a une seule grande puissance économique, une seule grande puissance a fortiori militaire. Il suffit de comparer les budgets militaires pour s'en rendre compte. Le budget militaire, les dépenses militaires américaines représentent plus que celles des 9 puissances qui suivent, malgré les incertitudes sur les statistiques chinoises, etc. Donc là, il n'y a aucun doute. Est-ce que ça va continuer dans le futur? C'est la question, en gros, à laquelle que vous posez. Qu'il y ait des puissances émergentes, je suis d'accord. On ne peut pas le nier. Est-ce qu'il y aura basculement
est-ce qu'il y aura un transfert de cette croissance économique dans le domaine politico-militaire stratégique? C'est une autre question. On peut le penser. Supposons que de cette augmentation, de cette croissance économique, découle une augmentation de la force ou de la puissance politico-militaire. Dans ce cas-là, est-ce que l'unipolarité américaine est menacée? Ça suppose que soit l'une de ces puissances émergentes devienne ce que les Américains appellent un peer competitor, donc un rival plus ou moins équivalent en ressources, ou bien que deux, trois puissances ascendantes se coalisent entre elles pour ensemble et éventuellement remettre en cause l'ordre existant. Alors, le deuxième terme de l'alternative me paraît improbable, pour la raison simple que, aux yeux de l'Inde, la Chine est d'abord le principal concurrent. Aux yeux de la Chine, l'Inde est d'abord le principal concurrent. Donc, ils ne se mettront pas d'accord pour ensemble s'opposer à l'ordre américain. Voilà. Alors, l'autre terme de l'alternative, est-ce qu'il peut y avoir l'un de ces puissances susceptibles de monter et de venir défier l'hégémon américain? Ce serait donc la Chine. On pense inévitablement à la Chine. Si la Chine n'implose pas, question nationale, ethnique, etc. en interne, si la croissance continue, ce n'est pas impossible. Vous évoquiez il y a 2 secondes les États-Unis, bien sûr, et la confrontation avec l'URSS. Et j'en viens, bien sûr, à une des citations d'un de vos textes que vous avez écrit en 2004 dans la Revue internationale et stratégique. Et vous disiez que la non-crédibilité du défi soviétique à l'hégémonie américaine fait de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique, sinon un non-événement, du moins un épiphénomène, car l'ordre international dû à l'hégémonie américaine prévaut depuis maintenant bientôt 60 ans, ce que vous disiez tout à l'heure, et non depuis une quinzaine d'années. J'en déduis donc, à la lueur de ce que vous venez d'affirmer encore aujourd'hui, qu'au moment où on se parle, ce monde unipolaire ou la quasi-fin de l'histoire auquel on se référait, c'est encore le cas. On est encore dans ce paradigme-là, il n'y a aucun doute. Complètement. Le monde aujourd'hui est unipolaire et je dirais même il est unidimensionnel. Qu'est-ce que j'appelle un monde unidimensionnel? C'est un monde qui est unipolaire en matière de répartition de la puissance, sous-entendu économico-militaire, matérielle. Il est unitif au sens où il tend à être unifié sur le plan des valeurs par les valeurs dominantes qui sont celles du libéralisme à la fois politique et économique américain. Dario Battistella, quand on pense à l'état actuel des choses, si on regarde justement le portrait actuel de l'État en tant que tel, son état de santé, si on peut dire. Alors, de ceux qui regardent l'État actuellement, qui disent l'État est en perte de pouvoir, et que d'autres disent non, c'est tout le contraire. L'État est bien en place et bien en selle et rien n'a changé. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, selon vous? Dans l'un et dans l'autre. Tout dépend de la conception que l'on se fait de l'État. Est-ce qu'on voit dans l'État, selon une tradition, je dirais, peut-être pas française, mais européenne ou continentale, une entité transcendante par rapport à la société civile? Cet État-là, effectivement, est en recul. En économie, ça se traduit par le recul de l'État-providence, mais qui dure depuis Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Donc ça fait 30 ans que ça dure. Et la crise financière de 2008 a plutôt provoqué un retour vers un État plus interventionniste. Mais il intervient pour rétablir le marché, pas pour mettre fin au marché. Donc il intervient pour pallier les limites du marché, les contradictions du marché. Et en cela, il n'est absolument pas contradictoire avec la conception libérale de l'État, qui remonte à Ricardo, à Adam Smith, aux grands doctrinaires de l'économie libérale, doctrinaires au sens neutre du terme, de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Dans ce contexte où le monde est de plus en plus interrelié, et on se retrouve dans une certaine mesure dans le fameux village global sur lequel réfléchit Marshall McLuhan. Mais est-ce qu'effectivement, à travers cette ouverture des frontières via le numérique, bien sûr, via Internet, mais aussi avec l'implication de la société civile, les organisations non gouvernementales, et on voit ce qui se passe avec l'immigration, est-ce que l'État continue à être le vecteur des identités collectives? Moi, pour avoir vécu dans un village local plutôt global, je sais que le fait de vivre ensemble n'implique pas l'amour, la sympathie. Au contraire,
les uns épient les autres, se jalousent mutuellement, etc. Donc ce n'est pas parce qu'un village global existe du fait des interdépendances de toutes sortes, les flux financiers, les flux migratoires, les flux touristiques, les flux culturels, les images, etc., le téléphone, Internet, c'est pas pour autant que l'harmonie va régner sur cette terre. Là où il y a société, il y a conflit. Donc ces conflits seront réglés par des entités que l'on aura chargées de se faire. Donc tant qu'on n'a pas trouvé de substitut à l'État, l'État ne sera pas sur le recul dans ce domaine-là. Ce qui n'est pas incompatible avec un État libéral dont la première fonction est de maintenir l'ordre pour que le marché puisse fonctionner correctement. Autrement dit, l'avènement d'un monde multipolaire, sans dire que ce n'est pas vraiment une réalité, en ce qui concerne l'État en tant que tel, ça ne bouge pas vraiment. L'État demeure toujours le vecteur du vivre ensemble. Je pense, parce qu'il suffit de regarder au moment des manifestations sportives, le prestige des Brésiliens d'avoir la meilleure équipe du foot, des Américains d'avoir les meilleurs athlètes. Ou l'Espagne à la dernière Coupe du Monde. Voilà. Donc, à travers ces manifestations de la vie quotidienne, on voit que l'allégeance, la loyauté de la majorité des gens va encore vers leur état d'appartenance, vers leur état-nation. Pas nécessairement l'État, pas nécessairement le gouvernement ou l'appareil étatique, mais l'identité nationale reste, pour moi, pour la grande majorité, le vecteur d'identité. Je crois que c'est une erreur de ce qu'on pourrait appeler la jet set society élargie, de ceux qui passent leur temps à traverser les océans dans les avions, de croire qu'il y a une société mondiale et qu'il n'y a plus d'identité nationale ou d'identité autre, ethnique, religieuse, communautaire, etc. Je pense que la grande majorité des gens raisonnent beaucoup plus encore en termes de village local plutôt que de village global. Dario Battistella, vous semblez, je dirais, assez clair sur la question, je dirais, du réalisme politique, en ce sens que, selon ce que vous dites, ce que vous avez dit il y a quelques instants, l'intérêt national prévaut. Selon vous, le réalisme politique aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce qu'il se définit quand même de la même façon qu'il se définissait à l'époque d'Hans Morgenthau? Je veux dire, est-ce qu'on est encore sensiblement dans le même rapport? Les doctrines politiques ou les théories ou les paradigmes sont sensibles au contexte qui est le leur. Donc le contexte du réalisme politique ou du réalisme international de Morgenthau était celui du début de la guerre froide. Donc le réalisme de Morgenthau est un réalisme offensif parce qu'il constate successivement que la plupart des puissances, à tour de rôle, étaient désireuses d'exercer une domination planétaire et que donc apparemment il y avait une loi de fer internationale comme quoi chaque État définissait son intérêt national en termes de puissance. Il n'est pas impossible, et il est même probable qu'aujourd'hui, c'est plutôt le réalisme défensif qui l'emporte, c'est-à-dire que les États, peut-être aussi parce qu'ils ont tiré les leçons de ces crises et des guerres à répétition, cherchent moins à dominer l'autre qu'à ne pas se faire dominer par autrui. Et donc, s'ils cherchent à ne pas se faire dominer par autrui, leur objectif principal est la sécurité. Or, la sécurité, on la trouve beaucoup mieux en évitant d'être beaucoup trop fort par rapport à l'autre qu'en étant plus fort. Parce qu'en étant plus fort, vous faites peur à l'autre qui, du coup, se trouve en insécurité et il cherche, du coup, à venir contrer son insécurité et, du coup, vous rend vous-même moins sûr que vous ne croyez l'être en étant plus fort. Donc, je pense que c'est un réalisme plus éclairé, plus défensif, qui renvoie beaucoup plus à Rousseau qu'à Hobbes ou à Machiavel. Et donc aujourd'hui, ce serait le réalisme de Kenneth Waltz qui prime beaucoup plus que le réalisme de Hans Morgenthau. Ceci étant dit, comme vous me caressez dans le sens du poil pour ce qui est de la théorie des relations internationales, le réalisme lui-même, aujourd'hui, dans la discipline, est en retrait par rapport à une espèce de synthèse libéralo-constructiviste qui met l'accent justement sur les problèmes économiques beaucoup plus que sécuritaires, sur les acteurs non étatiques beaucoup plus que sur les États, sur le problème de la gouvernance commune planétaire que sur le problème de la souveraineté des États et de l'anarchie, c'est-à-dire de l'absence d'autorité au-dessus des États. En tant que théoricien, vous vous rendez compte, j'imagine, de cette obligation de former des petites cases, des séparations relativement précises entre les différentes approches. Bien sûr, on sait que dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça.
est-ce que c'est pas là le paradoxe, si je pourrais dire, entre cette volonté toute humaine de trouver réponse définitive et de l'autre côté, le manque ou l'impossibilité de l'absolu, l'impossibilité ou l'utopie, je pourrais dire, des lois universelles, particulièrement en sciences sociales et en relations internationales? Oui, je pense qu'il y a... Alors, ça dépend de la conception que l'on se fait de la science. Si la science sociale, dont les relations internationales font partie, est conçue sur le modèle des sciences dures, des sciences de la nature, on rêve effectivement de lois universelles, d'explications valables en tout temps, quel que soit l'espace, quel que soit le contexte. Et donc une guerre est une guerre, qu'elle ait lieu entre Grecs et Sparte il y a 2500 ans, ou entre Américains et Libyens. Si au contraire on a une conception de la science sociale compréhensive, interprétative, herméneutique, plus que explicative ou causale, alors le fait de devoir contextualiser les explications que l'on propose dans le temps ou dans l'espace n'est pas gênant en soi. Donc peut-être que l'esprit occidental a une tendance à vouloir universaliser. Et peut-être, mais je m'égare sur un terrain que je ne connais pas, dans les autres cultures, dans les autres civilisations, cette ambition, sinon cette prétention universaliste n'existe pas. Pour le moment, il est vrai que les sciences sociales étant dominées dans des universités et par des milieux occidentaux, et plus précisément américains, disons les choses par leur nom, il y a ce risque effectivement de frustration du fait que l'ambition universaliste ne pourra jamais être satisfaite, je pense, ne pourra jamais être satisfaite. Mais en même temps, les relations internationales sont ce que Max Weber appelait une discipline, une science jeune. Pourquoi ? Elle a la chance de rester éternellement jeune. Pourquoi ? Parce que, comme vous le disiez au début, des problèmes nouveaux se présentent tout le temps, ou d'apparence nouveaux. Et donc, l'objet est sans fin. L'objet d'étude est sans fin. On a fini la guerre froide, eh bien, on a eu la guerre contre l'Irak. On a fini la guerre Irak, on a eu les interventions humanitaires en Yougoslavie. Et ainsi de suite. On a eu les attentats. Donc, c'est une science qui a la chance de rester jeune. Et donc, on reste jeune en multipliant les débats, les controverses, avec des approches particulières. Surtout pas de paradigme dominant, surtout pas. Dans le même ordre d'idées, M. Battistella, toujours en 2004, dans le fameux texte que je citais tout à l'heure, vous écriviez que vouloir construire un monde multipolaire pour empêcher le chaos politique relève du vœu pieux. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille souscrire à l'ordre existant, mais si on veut le changer, ce n'est pas la multipolarité qu'il faut réclamer, ce sont les canons de la realpolitik qu'il faut abandonner. Mais justement, quelle est l'autre alternative crédible? Alors, je me permets de rappeler le contexte de cette citation, qui était une petite critique envers mon pays d'adoption, la France, c'est-à-dire que ce n'est plus le cas maintenant avec Nicolas Sarkozy, mais ce fut le cas à l'époque de Jacques Chirac, président, et de Jospin, Premier ministre, ou d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Ils revendiquaient en permanence la multipolarité, sous-entendu, il y en a marre de l'unipolarité américaine. The Security Council unanimously passed Resolution 1441. Finding Iraq in material breach of its obligations and vowing serious consequences if Iraq did not fully and immediately disarm. En fait, le gouvernement français, je crois pouvoir le dire, confondait unipolarité ou effet négatif de l'unipolarité et pratique unilatérale. Les Américains pratiquaient une politique unilatérale envers l'Irak, en attaquant l'Irak sans autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient unipolaires qu'ils l'ont fait. Ils ont fait preuve d'unilatéralisme, mais ils auraient pu le faire même s'ils n'avaient pas été unipolaires. Donc ça n'a rien à voir. L'unipolarité peut déboucher sur du multilatéralisme. D'ailleurs, les Nations Unies sont la création des États-Unis. Et ça peut déboucher sur l'unilatéralisme. Donc ça dépend du comportement. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas parce qu'on a plusieurs puissances, car multipolarité signifie plusieurs puissances, ce n'est pas parce qu'on a plusieurs puissances que le monde diffère du monde où il n'y a qu'une seule puissance. Les deux sont un monde où il y a domination. Sauf qu'il y a un qui domine ou plusieurs qui dominent. Mais la domination reste centrale. Donc si on veut autre chose, il faut sortir du paradigme de la domination que j'appelle la realpolitik ou la machtpolitik, la politique de puissance, power politics. Alors en quoi peut consister cette alternative à la politique réaliste,
Il appartient aux militants de l'inventer. Il appartient aux militants de l'inventer. Il n'appartient pas à moi, théoricien, de l'indiquer. Autrement dit, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous vous montrez bien humble en tant que théoricien face à la réalité. J'espère. Mais est-ce que d'un autre côté, cette humilité-là dont vous faites preuve ne crée pas justement ce sentiment-là que plusieurs personnes ont par rapport aux théoriciens, à ceux aux intellectuels. Qui lavent leurs mains. Oui, et vous êtes dans votre tour d'ivoire et vous n'êtes pas dans la réalité. Qui êtes-vous pour nous le dire ou pour nous parler? Où est votre... C'est exact. C'est pour ça que c'est notre métier. Donc je pense qu'il faut garder les deux modèles séparés. Moi, j'étais marxisant quand j'étais jeune. C'était ma génération. Il n'y a rien d'original. C'est une banalité affligeante. C'était une banalité affligeante d'être marxiste dans les années 70. C'est moi à la mode aujourd'hui. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. C'est-à-dire, il n'appartient pas à quelqu'un de dire aux autres, voilà ce que vous devez faire si vous voulez être heureux. C'est à eux de définir d'abord leur bonheur et ensuite de faire en sorte de pouvoir y accéder. C'est pour ça aussi que je suis absolument opposé à toutes les guerres d'intervention, même si je sais qu'elles sauvent des vies, et je ne vais pas cracher sur les vies sauvées en Libye, en Yougoslavie, etc. Je suis opposé parce qu'il ne m'appartient pas à moi de dire aux autres comment faire pour sortir de leurs troubles, de leurs conflits, etc. En cela, je suis devenu conscient et j'ai abandonné mon marxisme, le marxisme n'étant fondamentalement pas différent du christianisme, qui consiste aussi en une activité missionnaire, à dire aux autres comment être heureux, sauf que chez les marxistes, le bonheur est ici, alors que chez les chrétiens, il est dans l'au-delà. Donc, non, moi je suis conscient, je suis un libéral, je vis et je laisse vivre, et donc il ne m'appartient pas de dire aux autres en quoi consiste leur bonheur. Il appartient à chacun de le trouver. Et s'ils ne le trouvent pas, tant pis pour eux, en quelque sorte. Mais du coup, le reproche que vous faites, implicite, de refuser effectivement de salir ses mains, de mettre ses mains dans le cambouis, est légitime. Mais je pense que c'est un moindre mal par rapport aux mots que l'on peut produire si on se précipite dans l'action sans consulter ceux dont on dit vouloir faire le bonheur. Dans ce que vous dites, je ressens un humanisme profond. J'espère. Est-ce que c'est le cas? J'espère. Oui. J'espère. Oui, c'est un peu un scepticisme aussi, mais je pense que c'est un humanisme. Je pense que un enseignant, en principe, est humaniste. Parce qu'il diffuse les connaissances. Sinon, il change de métier. Il croit en la bonté fondamentale de l'être humain, de l'homme ou de la femme, parce que sinon, il change de métier. Sinon, il se met à gagner de l'argent, à donner des ordres. Là, il diffuse la connaissance, c'est-à-dire qu'il diffuse les lumières. Donc oui, un enseignant est un humaniste, ça renvoie au siècle des Lumières et ça renvoie à la Renaissance, à l'humanisme. C'est pour ça que je suis favorable à des sciences sociales plus proches des humanités que des sciences dures. Vous avez parlé du behaviorisme, etc. Je suis favorable à des sciences sociales et des relations sociales qualitatives et non pas quantitatives, critiques et non pas expertes. Qualitatif et quantitatif s'opposent, selon vous? Elles peuvent être complémentaires, mais de la façon dont ça se fait, de la façon dont ça s'organise dans les universités de nos jours, le quantitatif finira par se faire au détriment des qualitatifs. Et ça, je suis contre. C'est ce qu'on voit en sciences économiques. Les sciences économiques n'ont plus rien à voir avec ce que l'on appelait l'économie politique. Avec pour conséquence, justement, qu'on tombe des nues lorsqu'une crise éclate, parce qu'on raisonne en termes chiffrés et on oublie le côté humain de la chose. Dites-moi, est-ce que c'est difficile, à ce moment-là, quand on va en acte de tout ce que vous me dites, de ne pas sombrer dans le relativisme? Ou de se faire taxer de relativiste? Oui, le risque existe, mais pourquoi appeler relativisme ce qu'on pourrait appeler de la tolérance? Voilà. Moi, je préfère parler de tolérance, alors, de pluralisme, plutôt que de relativisme. Le relativisme est quand même frôle le nihilisme, c'est-à-dire c'est par désespoir, par découragement. Moi, c'est par conviction que la multiplicité des points de vue, les controverses, les débats finiront par produire quelque chose de positif. Voilà. Donc je reste quand même persuadé que l'homme est capable d'améliorer son sort.
Voilà, je suis quand même philanthrope. Je pense que je suis philanthrope. Je ne suis pas misanthrope. Un relativiste est un misanthrope. Inconscient peut-être, mais je pense que non. Un enseignant ne peut pas être misanthrope. Parce que le seul fait de voir les yeux des étudiants s'illuminer devrait suffire à son bonheur. Sinon, il change de métier. Voilà. Monsieur Battistella, merci de nous avoir accordé cette entrevue. C'est moi qui vous remercie de m'avoir offert cette opportunité, ce moment sympathique. Au plaisir. Au plaisir. Merci. Merci.